On parle beaucoup d'engagement, de s'engager et puis souvent on se dit: «Mais c'est pas forcément pour moi, c'est trop compliqué. Moi j'ai envie d'avoir des réponses simples et puis je vis ma vie et puis j'ai suffisamment de problèmes». Aujourd'hui je reçois Emmanuel Duez, qui a créé Boxon, qui a créé, pas mal de choses en réalité et on va parler de l'engagement, de cette, injonction, permanente à l'engagement, mais aussi pourquoi, c'est essentiel de s'engager et comment, on peut s'engager, en particulier en se connectant à soi-même pour commencer. C'est une conversation que j'ai trouvée extrêmement puissante et extrêmement étrange, vous allez l'entendre parce que on est extrêmement connectés, on va dire ça comme ça. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va? Ça va bien, oui. On va parler d'engagement. Pour toi, c'est quoi l'engagement? Pour moi, quand j'étais jeune, parce que je me fais moins jeune quand même, l'engagement, c'était une évidence. C'est-à-dire que je ne me suis pas vraiment posé la question de la définition. Mais c'était une façon d'exprimer ma personnalité. J'ai vraiment compris le sens du mot, la puissance du concept et ce à quoi engage l'engagement quand je suis devenue officier de réserve pour la Marine nationale. Donc c'était il y a 4 ans maintenant. C'est arrivé totalement par hasard dans ma vie parce que sur une conférence, je croise un amiral, on intervient ensemble. Dans la salle, il n'y a que des hommes, que des patrons, pas trop d'accord avec ce que je suis en train de raconter et qui donc prennent à partie l'amiral en disant mais elle est jeune et elle est femme et donc elle dit forcément n'importe quoi. Donc vous qui êtes un grand amiral, confortez-nous. Et donc l'amiral les a tous défoncés. Donc cet amiral est devenu mon copain et quand il a compris ce que j'essayais de fabriquer avec les bosons, avec Woman Up, etc., il m'a demandé de rentrer dans la Marine nationale pour essayer de faire rayonner mes sujets dans la Marine et de faire rayonner la Marine dans la société. J'ai dit non parce que j'étais déjà très engagée, en tout cas c'est ce que je croyais, et donc j'avais pas de temps, et donc il m'a dit écoute c'est pas grave, tu pars dans 2 semaines, 1 semaine sur un porte-hélicoptère, donc qui est un navire de guerre, je te demande rien. Et puis t'en sors et puis tu me diras si t'es toujours contre cette idée. Et en fait, sur ce bateau, j'ai été immergée au contact de gens qui s'engagent vraiment. Alors au sens premier du terme. C'est-à-dire des hommes et des femmes, beaucoup d'hommes, très jeunes, qui ont choisi de pratiquement tout donner pour une cause qui les dépasse, dans laquelle ils ne sont pas concernés. Et qui risque de tout perdre, que personne ne connaît et à qui personne ne dira jamais merci. Et là, pour être tout à fait honnête, je me suis prise une énorme baffe dans la figure parce que j'avais l'impression d'être engagée. En réalité, j'avais pas compris que l'engagement, au-delà du fait de donner du sens à ses valeurs, c'est surtout prendre le risque de perdre quelque chose. Et que l'exposition médiatique, c'est un coussin qui est ultra confortable. Donc c'est ça pour moi l'engagement. C'est des hommes et des femmes de l'ombre qui servent une cause qui les dépasse et qui, pour la plupart d'entre eux, n'obtiendront jamais rien en retour. Alors comment tu fais, maintenant que tu as dit ça, pour vendre aux personnes qui nous écoutent qu'il faut qu'elles s'engagent ? Parce que en réalité, quand tu dis ça, a priori, tu te dis bon, alors attends. J'ai pas d'intérêt à m'engager. Alors attends, moi ma vie, elle est très sympa. Pourquoi je vais m'engager alors que j'ai rien à y gagner et que ça me dépasse? C'est une excellente question. C'est la question que je traite au quotidien au sein de The Boson Project, puisqu'on essaye de faire en sorte que les hommes et les femmes dans l'entreprise s'engagent ou se réengagent pour faire bouger les lignes, pour refondre l'entreprise, pour réinventer le capitalisme, si on tire le fil très loin. C'est pas si et loin. Alors pourquoi ? Parce que s'engager au sens se mettre en mouvement, servir quelque chose qui nous dépasse, c'est extraordinairement porteur de sens d'un point de vue individuel. Donc oui, on est dans l'ombre, oui, c'est pas gratifiant parce que personne va vous dire merci à la fin du bal. C'est vrai pour les commandos marines, c'est vrai pour les collaborateurs qui font bouger les lignes. Mais en fait, cette mise en mouvement personnel, le fait de servir autre chose que soi, se décentrer, se poser des questions existentielles, mais surtout collectives, sur la différence entre les intérêts personnels, les intérêts collectifs, l'intérêt général, le monde que j'ai envie de léguer à mes enfants demain,
c'est extraordinairement puissant en termes de boussole dans la vie, en fait. Donc, il y a des gens pour lesquels ça marche pas, et c'est pas grave, on n'est pas obligé de s'engager, il y a pas de lézard, en fait. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne s'engagent pas. Mais pour ceux qui se posent la question et qui, à un moment donné, se disent « mais il y a quelque chose qui vibre au fond de moi, et je vais me mettre en mouvement ». L'engagement, c'est une mise en mouvement, en fait, c'est un point de bascule. Ils se rendent compte qu'en fait, peu importe la destination, le chemin est extraordinairement... il est vibrant. Voilà, ça rend vivant de s'engager. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, avant, la définition que je t'aurais donnée de l'engagement, c'est que c'était ma façon d'exprimer ma personnalité. Moi, j'ai besoin de me sentir vivante matin, midi et soir, de n'avoir aucun regret. L'engagement, à titre très égoïste, me permet ça. C'est que je me sens en mouvement et je vibre chaque seconde de ma vie. Donc ça c'est fantastique. Qui peut se targuer de ne pas avoir de regrets, de vivre pleinement et intensément chaque minute de sa vie? L'engagement le permet. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est énorme. Non, voilà. je vis un peu la même chose, donc je suis assez d'accord. Mais alors, dans ce que tu décris, et c'est hyper fort, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que pour s'engager, il faut absolument être bien en lien avec soi. J'aimerais bien que tu développes cette partie-là parce que je trouve que, de mon expérience, je vois beaucoup de gens en association ou autres qui finalement vont chercher des réponses à l'extérieur, ce qui donne des situations pas forcément géniales en réalité dans ces associations. C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai été présidente et fondatrice d'association pendant assez longtemps. Il y a quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que c'est un grand défi de société, alors qui est à la fois personnel et organisationnel. C'est l'alignement. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. En fait, quand on est aligné, ça veut dire que ce qu'on fait au quotidien, ça sonne juste avec qui on est. Finalement, on est tout le temps hyper ancré dans le sol, hyper ancré dans ses valeurs, hyper ancré dans ce qu'on est. Et donc, on se pose pas 50 000 questions sur la justesse de ses actions et sur ses choix. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché à titre personnel, dont j'ai fait mon métier avec les Bosons, qui essaye de réaligner les organisations pour qu'elles sonnent justes et auxquelles j'aspire pour la société, parce que je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on parvienne à faire, c'est à réaligner nos sociétés sur une vision cible qui nous emporte, mais bien ancrée dans qui on est. Si on parle de la France, qu'est-ce que ça veut dire qu'être français? Quelles sont les valeurs qui nous réunissent? Quel est le plus petit dénominateur commun? Et comment on tire des fils, voilà, qui font se mettre en mouvement la majorité d'entre nous. La problématique auquel on est confronté à l'heure actuelle, c'est que l'engagement peut être souvent provoqué par un désalignement. Donc, je suis pas tout à fait bien avec moi-même. Je sais pas exactement qui je suis, le monde est complexe, le monde est instable, il demande de l'engagement, je suis pas certaine d'en avoir envie, je suis femme, mais suis-je vraiment femme? J'ai envie de travailler, mais le travail n'a pas de sens. Et donc je vais dans l'engagement chercher des réponses à mes questions. La difficulté de ça, c'est que, comme on en discutait tout à l'heure, ça génère des engagés qui en réalité sont dans des quêtes personnelles et qui souvent finissent par se construire en contre avec un certain nombre de grands sujets de société, plutôt que de se dédier pleinement à la cause qu'ils servent, sur laquelle tu n'as pas besoin de réfléchir, parce que quand tu es aligné, en fait, c'est super fluide d'une certaine manière. Donc, à mon avis, pour essayer de dépasser ou de remporter, de trouver des solutions aux grands défis de nos sociétés, il y a une première étape. C'est comment est-ce qu'on se réaligne déjà à titre personnel. Ouais, ça allait de ma question. Moi, je fais de la méditation, par exemple, et ça m'aide énormément pour faire ça. C'est un grand défi, je pense, générationnel. Je pense qu'on a une chance immense, c'est que on est une génération qui, massivement, peut-être pour la première fois, se pose la question de son alignement. Je suis pas certaine que ça a été par le passé des considérations générationnelles majeures que de se dire suis-je vraiment ancré dans mon époque et dans ce que je suis, voilà. D'ailleurs, il y a des gens qui nous écoutent qui doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ces deux huluberlus qui discutent de je sais pas quoi, c'est pas le but. Là déjà on a une détresse écologique majeure, on consomme 1,7 planète et ils auraient raison. Néanmoins, si on se dit que pour adresser ces grands sujets de société, il faut pouvoir s'engager et qu'une des conditions de l'engagement, c'est d'être parfaitement aligné, parfaitement ancré dans son époque et dans ce qu'on est, alors l'alignement et l'écologie sont totalement liés.
Comment on fait? Pour être honnête, je ne sais pas. Comment t'as fait, toi? Moi, j'ai eu la chance immense d'être entourée de gens qui ont fléché mon parcours et qui, à des moments super importants de ma vie, m'ont expliqué ce que ça voulait dire qu'être aligné à titre personnel et être super ancré. D'abord, je pense que je l'avais compris tôt, que plus t'es profondément ancré dans le sol, plus t'es solide. Et comme j'aime pas trop les questions existentielles, tergiversées, etc., j'aime avancer, j'avais besoin d'être solidement ancré. Je vais te donner un exemple très concret. En sortant de l'école, je travaillais en cabinet ministériel. Et j'ai une très haute opinion de la politique. Parce que c'est ce à quoi j'aspire, en fait, dans l'intégralité de mes initiatives. Donc la politique, c'est la chose collective qui nous dépasse tous. Je suis rentrée en cabinet ministériel, et là, quelle ne fut ma surprise de constater qu'en fait, la politique et l'intérêt général, c'est deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, en fait. Et qu'un cabinet d'un ministre, c'est plein de gens, comme un grand théâtre social, qui jouent des rôles, et tout le monde fait semblant de ne pas voir qu'on est dans un théâtre, avec des jeux de posture. Et donc, au bout de 3-4 mois dans le cabinet, je suis allée voir le directeur de cabinet, et je lui ai dit, hyper naïvement, est-ce que c'est normal de faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est normal de porter un masque? Est-ce que je vais être obligée de porter un masque toute ma vie? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et là, ce mec, qui était le produit de la technocratie la plus pure, m'a dit, Emmanuel, en fait, toi, t'as un trésor. C'est que t'as compris ça super tôt, parce que j'avais 25 ans, et je vais te demander un service. Ne porte plus jamais de masque à partir de maintenant. Et ça a été un truc qui a été super important. J'ai envoyé bouler Sciences Po, j'ai envoyé bouler le cabinet, j'ai pivoté, j'ai changé de vie, j'ai décidé de m'engager, et j'ai travaillé à titre personnel à cet ancrage en permanence, en m'entourant, pour répondre à ta question, de gens qui me confortent dans cet alignement. Moi, c'est pas dans l'intérieur, dans la méditation que je trouve des solutions, c'est dans le ping-pong avec des gens exceptionnels qui m'entourent et qui en permanence m'empêchent de céder à des sirènes où je pourrais me désaligner parce que parfois quand même c'est cool d'aller sur tel ou tel terrain ou d'aller sur telle ou telle notoriété ou de sortir de son chemin. Donc moi, je suis entourée de gens qui me remettent dans l'ancrage en permanence et que j'ai choisi pour ceci. Donc, tu as la maturité d'écouter ces personnes. Parce qu'en fait, en vrai, c'est une maturité. Je pense que tu peux rencontrer ces personnes-là et tu les écoutes pas nécessairement. Ou alors, tu vas être attiré par d'autres personnes et ce qui fait que nécessairement, tu vas avoir un petit problème d'alignement derrière. Je pense que je suis attirée comme un aimant par les gens que je sens profondément alignés avec eux-mêmes. Et d'ailleurs, pour accompagner pas mal de dirigeants qui se posent des questions sur la transformation de leur boîte, etc. Aujourd'hui, on les repère. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui servent un propos, une cause qui les dépasse, qui sont parfaitement au service de ça, la notion de service, d'abnégation, de résilience, d'ancrage, elles sont hyper connexes. Ça se repère à des années-lumière. C'est des gens qui sont solaires, qui sont un peu détachés. On parlait aussi de la juste distance. C'est des gens qui savent se protéger de la cause qu'ils servent. C'est des gens qui ont souvent des équilibres personnels et familiaux qui sont très très forts. Et donc en cela, ils sont un peu bizarres dans le monde du patronat. Mais ils sont hyper puissants comme dirigeants. C'est des vrais leaders au sens total du terme. Ils sont un peu solaires en fait. C'est un peu des étoiles polaires. Ça se repère, les gens comme ça. Et moi, j'ai toujours été fascinée par des gens qui n'ont pas d'aigreur, des gens qui ne regardent pas dans le rétroviseur, des gens qui servent une cause qui les dépasse, qui vibrent pour ça et qui sont heureux de ça. Finalement, est-ce qu'on n'aspire pas tous à un seul truc, c'est-à-dire être bien dans ses baskets et heureux dans sa vie? Moi, les gens les plus exceptionnellement heureux que j'ai eu la chance de rencontrer sont des gens qui sont extraordinairement alignés. Donc, naturellement, depuis toute petite, j'ai essayé d'être au contact de ces gens-là. Et alors, on en a parlé avant, mais je te pose la question, parce qu'on m'a posé la question ce week-end et j'ai trouvé ça intéressant, en fait. On m'a dit, mais... donc c'est une personne qui me disait, moi j'aimerais bien être une imbécile heureuse, parce que si t'as pas conscience du monde, tu peux être heureux. Et moi je disais, mais moi je pense que j'ai une conscience
assez aiguisé du monde. Je crois que j'arrive à bien saisir ce qui se passe. Et En tout cas, t'en as fait ton métier. Ouais. Et en même temps, je suis plutôt hyper, enfin, je suis assez heureux, assez aligné. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut avoir une conscience du monde et de tous les problèmes? Parce qu'effectivement, on traverse un certain nombre de crises en ce moment qui sont fondamentales. Tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est la première fois qu'on est face à ces crises-là en tant qu'humain, en tant qu'espèce. Et en même temps, être positif en voyant les Trump, Bolsonaro et tout ce qui peut se passer par ailleurs. Alors, j'aurais 2 éléments de réponse. Le premier, je vais paraphraser un ami qui s'appelle Gilles Boeuf, qui est écologue au Collège de France, qui est l'homme qui devrait être le plus déprimé de la Terre, parce que c'est un des hommes les plus brillants aujourd'hui au niveau mondial sur la disparition des espèces, des animaux, de l'espèce humaine, des écosystèmes, etc. Et en fait, Gilles explique qu'on n'a pas le temps d'être pessimiste, en fait. Donc, ma première réponse, c'est soyons pragmatiques. À quoi ça sert aujourd'hui d'être déprimé? Enfin, en fait, on n'a pas le temps de la dépression, les amis. Donc, moi, j'entends que ça soit préoccupant, déprimant, que ça rend statique, tellement c'est flippant. And so what? Si on avance de cette manière sur ces sujets, en fait, on n'avance pas. Donc, je pense que Gilles a raison. On n'a pas le temps d'être pessimiste. Donc, premier point, c'est qu'aujourd'hui, à mes yeux, l'optimisme est un devoir. Parce que sans optimisme, il n'y a pas de mise en mouvement. Le deuxième élément de réponse, c'est que je pense que, et là c'est plus inhérent en fait à l'espèce humaine, pour pouvoir être utile dans son engagement, pour pouvoir avoir de l'impact, il faut être concerné sans être contaminé. Et je pense que si on était tous tellement préoccupés, tellement au courant de tout ce qui est en train de se passer, qu'on en saurait presque transi d'effroi, en fait, c'est toute une espèce qui va disparaître. Donc je crois qu'il y a quelque chose du registre presque de qu'est-ce qui fait l'humanité? Alors une question hyper philosophique, mais je crois que dans ce qui fait l'humanité, par instinct de survie de l'espèce, en individuel et en collectif, il y a quelque chose qui nous permet de garder la juste distance par rapport à des situations qui sont ultra critiques, pour nous permettre encore d'être en mouvement. Quand on est tellement habité par la cause, à titre personnel, je pense qu'elle finit par nous abîmer, et donc elle annihile le mouvement, elle annihile l'impact, et elle vous abîme à la fin, et elle vous fait disparaître. Donc, comment... quand on est très préoccupé, maintenir la juste distance avec le sujet pour pouvoir être encore en capacité de vivre, d'être heureux, d'agir et d'être utile, ça c'est une vraie grosse question. Et je pense que c'est une question qui est posée aujourd'hui par ce qu'on observe, c'est-à-dire que des défis extraordinairement importants, extraordinairement flippants, et des jeunes militants très authentiques et très honnêtes dans leurs engagements, mais pas suffisamment matures d'un point de vue individuel pour savoir se protéger. Et donc des gens qui partent complètement en live parce qu'ils sont abîmés par la cause qu'ils servent. Je pense que c'est un sujet qui est assez compliqué, à mon avis, qui doit remplir pas mal de cabinets de psy. Parce qu'on est face à des jeunes générations, en tout cas pour une frange de cette jeune génération qui a besoin de s'engager parce que les défis sont là, qu'on est une population extraordinairement consciente, c'est ce que tu disais, de ces enjeux, à la différence de nos parents probablement. On les vit dans nos chairs. Ça questionne le fait d'avoir des enfants ou pas, ça questionne le fait de travailler ou pas, qui sont des vrais choix qu'on va devoir faire et des questions qui ne se posaient pas il y a 30 ans. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas oublier, non pas d'être égoïste, mais de savoir se protéger pour vivre. On a quand même une chance extraordinaire, c'est qu'on vit une époque plein de défis, donc plein d'opportunités. Il y a plein de choses à réinventer. Il ne faut pas oublier de respirer, il ne faut pas oublier d'être heureux, il ne faut pas oublier d'avancer, parce que sinon, de toute façon, même au-delà de l'aspect individuel, on n'aura pas d'impact. Voilà, si on devient tous des espèces de squelettes névrosés, transis devant l'ampleur de la tâche, il ne se passera rien. Moi, il y a une image que j'aime bien prendre. Quand j'ai passé le permis moto,
tu as plusieurs épreuves, dont une épreuve qui s'appelle l'évitement d'obstacles. J'ai aussi le permis moto. Ah ben voilà. Ouais. Et ben tu vois cette épreuve. Et en fait, quand tu passes le permis moto et que tu fais cet évitement d'obstacles, il y a un truc que tu apprends de manière assez concrète, c'est que quand tu regardes l'obstacle, tu te le prends. Systématiquement, en fait. La seule manière d'éviter l'obstacle, c'est de regarder la porte de sortie. Et ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes l'obstacle, c'est sûr que tu vas te le prendre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... tu vois, finalement, ça me dépasse, je vois pas ce que je peux y faire. Moi, j'ai ma petite vie. Ce qui est important, c'est que je puisse donner à manger à mes enfants. Puis moi, j'aime bien ma voiture, j'ai envie de partir en vacances. Enfin, c'est aux politiques de le faire, c'est aux patrons de le faire, c'est aux autres de le faire. Et il y a ce fond de pessimisme. Et il y a aussi, pour moi, en tout cas, j'ai la sensation que cette peur, en fait, il y a une énergie autour de la peur qui est extrêmement puissante en ce moment et qui, à mon avis, amène aussi beaucoup des problématiques que tu as évoquées. Et puis, de l'autre côté, j'ai la sensation, mais c'est peut-être mon côté un peu trop positif, j'en sais rien, qu'il y a cette énergie de vie, tu vois, que tu représentes, mais il y a plein de gens qui sont là-dedans, qui sont positifs, qui essayent d'emmener les gens dans un positivisme en disant finalement on va s'en sortir et voilà comment. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont la majorité, qui sont au centre de ça et qui se disent j'ai pas peur mais en même temps je sais pas comment m'engager, mais en même temps tu vois, où est-ce que je m'engage, comment je fais, c'est quoi ma cause, Au ventre mou en fait. Ouais. Pardon, c'est pas une belle expression, mais... Mais oui, mais elle est évocatrice. Moi, j'ai bien envie de détendre les gens, en fait. C'est que l'engagement n'est pas une obligation. Il n'y a pas de lézard avec ça. Et si j'avais plus de culture historique, j'aurais bien aimé dresser, depuis que l'homme est l'homme, l'histoire des évolutions qui, la plupart du temps, ont été conduites en fait, par une minorité de gens qui étaient habités par quelque chose et sont allés au bout de ça. L'engagement n'est pas une obligation et je pense qu'en fait, la culpabilité de ne pas être engagé, elle est dangereuse. On a le droit aussi, aujourd'hui, de juste aspirer à vivre sa vie. Il n'y a pas de lézard, en fait. Tu as évoqué dans ta question un sujet qui me préoccupe beaucoup, qui est cette espèce d'économie de la peur, de culture de la peur. Je pense qu'il est pire d'attiser la culpabilité, la peur et l'effroi pour recueillir des likes ou des followers. Et ils sont nombreux. Que de laisser juste les gens en prise avec le fait qu'ils n'aient pas envie de s'engager et que finalement les sujets les préoccupent, mais ils considèrent que c'est pas leur responsabilité d'y répondre. Et en réalité, qui sommes-nous pour porter un jugement sur ça ? Donc, je réponds de manière un peu détournée à ta question. La culpabilisation à outrance ne mène à rien. L'engagement des masses n'a jamais existé. À minima, peut-on demander à ce ventre mou, en tout cas à ces gens qui sont juste bien dans leur vie et qui n'ont pas envie de se poser des questions, d'avoir les oreilles ouvertes sur des initiatives ou sur des gens qui, à un moment donné, vont essayer de faire bouger les lignes et de ne pas être contre. Je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise. Ouais. La réalité, c'est que quand tu veux faire évoluer une organisation qui est comme une micro-société, tu peux compter sur 5% du corps social. 5% du corps social, qui sont des gens qui vont se dire, en fait, j'ai rien à perdre, je suis suffisamment alignée avec moi-même, ça me parle et ça me porte, et donc j'y vais. Et nous, ce qu'on demande aux collaborateurs spectateurs, qui sont l'immense majorité, c'est de dire si à un moment donné, le chemin qui est visé vous parle, avancez doucement, mais allez-y, ne soyez pas à contre-courant. Et c'est ce qui se passe. Donc, pas de culpabilisation, pas de wake-up call à l'engagement planétaire, parce que c'est pas du tout pragmatique, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en fait. Donc il n'y a pas de lézard. Et surtout, attention aux vendeurs de peur et aux vendeurs d'angoisse. Parce que ça fait le lit du populisme. C'est pour ça que c'est super dangereux. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qu'on culpabilise en leur disant « les gars, on va tous crever ». Aujourd'hui, je crois, il ne reste plus que 4% des espèces animales qui sont des espèces sauvages. Aujourd'hui, on consomme 1,7 planètes par an.
Vous ne devez plus faire d'enfants parce que ne pas faire un enfant est l'acte écologique le plus magnifique que vous pouvez offrir à la planète. Rendez-vous compte juste, vous êtes une petite personne dans sa petite maison, dans son petit appartement, soumis à tout ça. Mais c'est terriblement anxiogène. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Cette petite personne, qui peut être toi ou moi, on se dit très bien, le monde de dehors, c'est bien de la merde. Je refuse le monde d'aujourd'hui. Je refuse le monde de demain. Le refus d'obstacles. Le refus d'ouvrir ses oreilles sur tout ce qu'il y a de beau, d'optimiste, d'opportunité dans ce monde en transition. Le refus de compréhension de la complexité. Tout ça, ça fait que je me replie, je vais adhérer à des discours simplistes où c'est toujours la faute de l'autre, mais c'est surtout pas la mienne. Et non, je ne suis pas une victime coupable, en fait. C'est la faute de quelqu'un d'autre que moi. Donc, en fait, entre pointer du doigt le non-engagement de la masse et faciliter l'arrivée des extrêmes au pouvoir, pour moi, il y a un lien obvious. C'est marrant que tu fasses ça. Enfin, en fait, ça résonne tellement de ce que tu dis que du coup, j'en perds mes questions. Mais ça me fait penser à cette chanson de Abdelmalik qui s'appelle Eux. Je sais pas si tu la connais, mais qui est, écoute-la dans le Noir et l'épée, qui est exceptionnel parce qu'effectivement, on a toujours tendance à dire non, mais c'est eux. Et donc il joue sur ce truc, tu vois, jusqu'en arriver au bruit du singe. Et voilà. Et moi, il se trouve que j'ai une peinture de Kuka où c'est un singe, il y a marqué No Culture dessus en disant en fait, on n'apprend jamais rien. Et en fait, il y a vraiment ce truc de vouloir porter sur l'autre en se disant mais non, mais c'est pas ma responsabilité. Et ça, c'est le pire. Et c'est vrai que d'emmener les gens vers la peur, c'est tellement facile en fait. Parce que c'est vendeur. C'est hyper vendeur et on a tendance à vouloir aller vers ça. En tout cas, ça parle. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui fait d'être humain. Il y a vraiment ce truc de j'ai besoin d'une réponse simple. J'ai pas envie de complexité. Et moi, tu vois, typiquement dans ce podcast, ce que j'essaye, c'est de ramener de la complexité, mais pas chiante. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, la culture ou l'intelligence, c'est pas besoin d'être chiant, rébarbatif. Tu vois, comme tous ces bouquins français que je trouve assez chiants en général. Tu vois, ils ont des super sujets. C'est pour ça que j'aime bien les bouquins américains de temps en temps. C'est vrai que de temps en temps, c'est chiant parce qu'il y a une idée qui tire sur tout un bouquin, donc c'est assez pénible. Mais les bouquins français, tu sais, on a ce complexe de j'ai envie de montrer que je suis un sachant, donc j'en mets des tonnes et des tonnes et j'en rajoute des couches et des couches. Et à la fin, on retient rien. Et à la fin, tu retiens rien. Pareil dans les conférences, tu fais des conférences et il y a vraiment ce complexe français de vouloir en mettre des couches et des couches et c'est chiant. Mais non, mais c'est vrai. Et cette complexité, j'aimerais bien que tu me parles, parce que je sais que c'est un sujet qui te touche, mais comme moi, ça m'intéresse aussi, que tu me parles de la complexité versus les visions binaires. Parce que c'est vrai que tu parlais d'écologie, il y a une vision binaire, et c'est pour ça que j'ai fait mon bouquin. Et d'ailleurs, le sous-titre de mon bouquin, à la base, c'était en finir avec la culpabilisation écologique qui a été rejetée par les libraires, parce qu'ils trouvaient que c'était ils pensaient que du coup, j'étais c'est contre... l'éco-bashing. Ouais, que j'étais contre l'écologie, ce qui n'était pas du tout le cas. Évidemment, ça a été complètement dans le sens de ce que tu racontais, mais c'était sans doute pas assez clair. Donc, j'ai changé de sous-titre. Mais cette complexité, elle est nécessaire, elle est importante, parce que effectivement, je disais sur l'écologie, tu es soit militant écologique et limite tu prends plus jamais l'avion, tu vis potentiellement dans une maison autonome, tu élèves des chèvres et tu fais ton savon tout seul. Enfin, je sais pas, une vision très radicale, on va dire. Soit tu te dis, comme Elon Musk, non mais la technologie va nous sauver, c'est super. Et je crois que la majorité des gens, ils sont entre ces deux trucs-là. Et tu vois, on est dans ces visions binaires. Et les réseaux sociaux aident beaucoup à ces visions binaires, d'ailleurs. La complexité, pourquoi tu... Qu'est-ce que ça m'évoque ? Ouais. Alors, la complexité, qui est très conceptuelle comme sujet, Oui. Je l'ai rencontrée il y a 3-4 ans. On faisait des missions où on essayait d'engager les gens dans des contextes un peu compliqués. Donc, on travaillait avec des caissières de supermarché, des chauffeurs de bus, des jeunes en call center, qui ont des doubles masters en histoire de l'art et philosophie appliquée, mais qui évidemment ne trouvent pas d'emploi. Donc, sont hyper aigris, hyper frustrés. Et en fait, on a compris, à ce moment-là, de manière très empirique, moi, je suis une fille hyper pragmatique. Voilà. Donc, j'observe des choses sur le terrain, c'est notre matière première. Et puis, de ça, on tire des fils. Et là, on était face à des gens qui nous ressemblent, jeunes ou moins jeunes, qui rejetaient complètement la complexité du monde d'aujourd'hui. Il
il y a 4 ans, on avait face à nous des collaborateurs à qui on exhortait de conduire et de porter des transformations complexes. En disant, mais les loulous, on a besoin de vous, parce que digitalisation, plateformisation, ubérisation, accélération du temps, mondialisation, robotisation, etc., etc., etc. Pour toutes ces raisons, l'entreprise se transforme. Pour toutes ces raisons, on a besoin que vous engagiez. Tous les mots que je viens de citer sont d'une complexité inouïe. Mais derrière, il y a énormément de choses. Il n'y a personne qui va dans les call centers, dans les ateliers de construction de voitures, auprès des chauffeurs de bus, expliquer ce que l'accélération du monde ou la plateformisation des business models veut dire. Et comme personne n'essaye de résorber cette fracture intellectuelle béante qui est en train de se créer dans nos sociétés, le résultat des courses, c'est ce qu'on appelle les gilets jaunes. C'est qu'on a une immense majorité de la population qui ne comprend rien à ce qui est en train de se passer, pas du tout parce qu'ils sont stupides, mais parce que l'épicentre de la complexité où on se gargarise de ce monde multimodal, multilatéral, interconnecté, écosystémique, systémique, etc., c'est Paris, où les gens intelligents, pédagogues, qui décryptent la complexité, parlent à des dirigeants ou d'autres gens qui sont férus de ça et qui viennent se nourrir de cette complexité, et c'est super. Mais pendant ce temps-là, le reste de la France, en tout cas, est en train de s'appauvrir et de s'assécher et de passer à côté de son époque. Donc, le sujet me préoccupe, me parle, me concerne et me porte profondément. Je pense que s'il y a un sujet en ce moment qui me met en mouvement ou qui me met en pétard, c'est celui-ci. C'est que je pense que si fractures il y a dans la société française, elles sont nombreuses. La fracture source, c'est une fracture intellectuelle. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, on a une immense majorité de la population qui ne parvient pas à décrypter le monde d'aujourd'hui, à le comprendre, donc ils ne l'acceptent pas et donc ils le refusent pour eux et pour leurs enfants. Ils sont en contre sur tout. Parce qu'ils sont en incompréhension sur tout. Comment peut-on demander à des gens de s'engager quand ils ne comprennent pas ? Quid de la responsabilité des élites intellectuelles à l'heure actuelle pour rendre accessible cette complexité au plus grand nombre ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer ? En fait, il y a le feu au lac. Moi, c'est ça qui me préoccupe et qui me rend hors de moi. C'est que on peut parler par thématique, l'écologie, le social, l'immigration, etc. et se dire que tout est ultra préoccupant. Mais la cause racine de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent comprendre que le monde est devenu complexe, qu'il est systémique, en effet, que tout est connecté, que la vérité, c'est de plus en plus difficile à affirmer. Qu'entre le noir et le blanc, en réalité, il y a un océan de gris. Et qu'il appartient à chacun de faire ce travail de à quelle nuance de gris je me situe sur tel ou tel sujet. Et là, je trouve qu'il y a une faillite des élites coupable, une faillite des médias coupable, une faillite de l'école coupable, dangereuse. Et si on continue comme ça, sans retour en arrière possible. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, les gens qui décryptent l'époque restent dans des conférences payées 10 000 € de l'heure. C'est très bien de faire des conférences payées 10 000 € de l'heure, j'en fais. Mais à côté de ça, on doit aller sur le territoire, dans des écoles, dans des usines, dans des communes, parler aux gens qui sont hyper éloignés de cette réalité, mais qui sont les premiers impactés pour rendre accessible cette complexité. C'est une histoire de survie, c'est une histoire de démocratie, c'est une histoire d'engagement au sens large du terme. Tu sais que c'est le rôle de ce podcast. Eh ben ouais, ça tombe bien. Voilà. Non, parce que je suis quand même dans la même démarche. La question après, malgré tout, je dis ça, et en réalité, un podcast, c'est quand même hyper CSP+, hyper urbain, hyper parisien, donc c'est très relatif. Mais j'aimerais bien que ce soit, tu vois, évidemment plus large, pas tant pour le succès du podcast, mais parce que moi aussi j'ai envie, enfin c'est exactement, c'est assez bizarre, hein, mais tu vois, d'être dans cette même démarche que toi. Après, si l'idée c'est de se déplacer, comment tu le portes à l'échelle en fait. Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, peut-être qu'il faudra une organisation de gens, tu vois, comme toi ou moi, qui ont envie de ça et d'amener de la complexité sans que ça soit chiant en réalité. Et de l'aller l'expliquer à des gens, entre guillemets, tu vois, un peu partout, quoi. Alors moi, j'ai une idée.
Vas-y. Parce que je reste fondamentalement un entrepreneur. Tu vois, donc j'essaie de créer des trucs pour avoir de l'impact et passer à l'échelle. Il y a quelques années, quelques mois, on a créé un truc qui s'appelle Tchatch. Tchatch, c'est bien français. Avoir la tchatch, c'est avoir la gouaille, savoir parler, etc. Tchatch, c'est une espèce d'université populaire, ultra populaire, mais au sens noble et beau du terme. Et pour que tu comprennes bien ce que c'est comme si tu avais les X Games de Red Bull, qui faisait un enfant avec Ted, mais sur le territoire, en forme spectacle de rue, et ça serait Tchatch. Et l'idée, c'est d'amener un ring en LED, des mecs qui viennent avec des peignoirs lumineux, un espèce de spectacle à la The Voice, avec toutes les sommités intellectuelles qu'on voit à la télé, mais qui viendront dans ta région, qui viendront dans ta ville, qui viendront dans ton école, débattre de sujets contemporains de société. La guerre des QI à l'ère de l'IA. Faut-il avoir plus de 160 pour s'en sortir dans 10 ans ? Peut-on sortir de sa condition sociale ? Ce type de questions qui sont au cœur de nos vies aujourd'hui. Débattre sur le ring en n'étant profondément pas d'accord. Ils ont 12 minutes. C'est court. 12 minutes, c'est court. Mais plus c'est court, plus tu es obligé d'être intelligent dans les arguments que tu échanges. Et le but de la démarche, c'est de faire en sorte que les gens qui assistent à ce spectacle, au début, ils vont venir en disant « c'est super ». Il va y avoir du sang, il va y avoir des VIP qui se mettent sur la gueule, donc ça me parle. Et donc, je vais vivre un truc très contemporain, très télé-réalité. En réalité, l'enjeu, c'est que tu ressors de Tchatch en se disant « en fait, j'ai compris que je n'avais rien compris. En fait, j'ai compris que ces deux personnes qui sont extraordinairement brillantes et expertes sur le sujet ne sont profondément pas d'accord pour, de part et d'autre, des bonnes raisons. J'ai compris surtout que la simplification à outrance fait lit du populisme. Et je ressors avec quelques ingrédients pour me faire ma propre conviction. Le monde est complexe, il n'est pas compliqué, il est complexe. Et là, ça amène un autre concept qui est très important, c'est la responsabilité individuelle de se mettre en mouvement pour trouver des réponses et développer des convictions. Autant on n'est pas obligé de s'engager, autant aujourd'hui on est obligé de réfléchir. On n'a plus le droit de plaquer des espèces de stéréotypes ridicules, des vérités qui ne sont des vérités de rien du tout, sur des sujets qui sont extraordinairement complexes. Il appartient à chacun de se poser des questions sur les sujets qui nous concernent à l'échelle individuelle ou collective. Ça, pour moi, c'est une responsabilité individuelle absolument incontournable. Et l'idée de Tchatch, et puis de toutes les initiatives comme Vlan qui s'inscrivent là-dedans, c'est de rendre le truc accessible sur le territoire et de faire venir les gens, non pas pour écouter de l'intelligence, parce que c'est pas du tout vendeur de dire ça. Venez toucher du doigt la complexité du monde. Non, merci. Voilà. Merci. Non, venez voir du sang, du faille, du spectacle, des gros VIP qui se mettent sur la face. Ouais. Repartez avec quelques certitudes ébranlées. Et le secret désir qu'on a, c'est que vous ne voterez plus jamais de la même manière. Super. J'adore. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Au simplisme. Claquer ? Évidemment. C'est une réponse hyper courte. Hyper courte, mais en même temps, si on se dit que la reine-mère de tous les mots, aujourd'hui, c'est cette fracture intellectuelle, ce contre quoi il faut absolument lutter, c'est ça. Et donc, il faut donner le goût de la complexité, le goût du débat, le goût de l'intelligence, le goût de l'enrichissement et de cette responsabilité individuelle, intellectuelle que l'on a à l'heure actuelle. Super. Merci beaucoup, Emmanuelle. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.